3, 2, 1. Bonsoir à tous et bienvenue à Real Talk, l'émission où nous vous parlons de droit sans langue de bois. Mon nom est Yann Martins, je serai votre hôte et l'épisode que vous regardez ce soir vous est présenté par le CDA de l'UQAM en compagnie de Gowling WLG. En parlant d'ailleurs de Gowling, je ne suis pas le seul ce soir pour réaliser cette interview car je suis en compagnie d'un avocat de chez Gowling, j'ai nommé Tristan Kuniki. Bonsoir Tristan. Bonsoir Yann. Merci encore de nous accueillir ici. Comment est-ce que tu te sens ce soir? Je me sens bien, je me sens Tu te bien. sens bien, c'est bientôt les fêtes, on est dans le mood. Je sais que c'est un peu le rush ces temps-ci, mais est-ce que ça va bien? Tu arrives à gérer tout ça? Tout se passe bien? Oui, ça se passe bien, c'est ça. On est un peu plus occupé pour le temps des fêtes, mais on essaie de finir nos choses avant Noël, jour de l'an, bien sûr, là, profiter un peu du congé des fêtes. C'est excellent. Alors, Tristan, ce soir, notre but, ça va être d'apprendre à te connaître. On va faire un peu le tour de ta vie. On va parler de ton expérience scolaire, de ton expérience personnelle, mais également, on va parler de la course au stage. Parce que comme tu sais déjà, vu que tu viens de l'UQAM, on va parler, la mission du comité du droit des affaires, c'est vraiment de promouvoir le droit des affaires au travers l'UQAM aux étudiants qui y sont intéressés. Et cela passe forcément donc par la course au stage, comme tu sais. Donc, on prendra le temps un peu au milieu de l'interview d'en discuter, de parler de ton expérience, de donner des conseils aux étudiants qui souhaitent participer et de faire en sorte que tout le monde profite un peu de cet échange d'informations. Donc voilà, est-ce qu'on se comprend? Tout va bien? C'est parfait, oui. Excellent. Commençons alors. Tristan, comment est-ce que tu te définirais en quelques mots? En quelques mots, je dirais que je suis quelqu'un de très passionné, qui aime beaucoup travailler en équipe et qui est très disponible et là pour aider le monde autour de moi et être présent là, pour mes amis, proches, collègues. Donc voilà, en quelques mots, là, si je peux me décrire de cette façon-là. C'est intéressant. Est-ce que c'est là, ce travail d'équipe, c'est un esprit que tu retrouves chez Gowling? Est-ce que c'est une chose qui t'a attiré ici? Oui, en fait, c'est une des premières choses qui m'a attiré chez Garlin, surtout là, si je donne un peu de background sur moi. Moi, j'ai grandi dans le monde du football là, depuis un très jeune âge quand même, là, le début du secondaire. Donc, j'ai toujours été là, élevé là, dans ce monde de travail d'équipe, être là l'un pour l'autre, se soutenir l'un pour l'autre. Donc, de savoir qu'il y avait cette valeur-là qui était mise au premier plan chez Garlin, évidemment, là, ça l'a beaucoup, beaucoup aidé avec mon choix là, pour la suite des choses. Parce qu'on parle de football ici, corrige-moi si je me trompe, on parle bien de football américain, n'est-ce pas? Football américain, oui, Quelle exactement. position, oui? En fait, au secondaire, j'étais sur la ligne défensive et au cégep, par la suite, j'étais secondaire. Wow, intéressant. Et justement, pourquoi ne pas avoir poursuivi une carrière dans le domaine? Effectivement, là, c'était mon premier choix là, de poursuivre ma carrière de joueur de football. Malheureusement, quelques blessures là, ont empêché le rêve de se réaliser, si on veut, mais je suis très content là, d'être ici ce soir et d'être avocat, qui était bien sûr là, mon rêve professionnel depuis que j'étais tout jeune Ouais, également. c'est Là. intéressant. On prendra le temps d'en parler par la suite, mais avant ça, j'ai une petite curiosité. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se le demandent aussi. Ton nom de famille, est-ce qu'il a une origine particulière? Oui, c'est d'origine polonaise. C'est intéressant, ok. Est-ce que toute ta famille vient de là? Est-ce que tu as d'autres origines par hasard? En fait, moi, je suis né au Québec. C'est mes arrière-grands-parents qui sont venus là, entre les deux guerres pour fuir la crise économique qu'il y avait en Europe à l'époque. Donc, j'ai pas beaucoup de rattachement en tant que tel au niveau familial en Pologne. Par contre, mon nom est comme Kuniki, évidemment, ça fait très polonais, là, européen. Ça se dit donc Kuniki. Ok, c'est très intéressant. Je me demandais aussi, parce que quand j'ai fait mon introduction, je me disais, comment est-ce que je l'appelle? Est-ce que je dis, mais je suis allé avec le français le plus simple que je Il connais. n'y a aucun problème. Mais ok, parfait. Maintenant que je sais, on peut passer un peu plus à autre chose. La première étape en général que j'aime explorer chez un de mes invités, c'est leur parcours académique. Donc, à ton niveau, à toi, je comprends que ton expérience universitaire a été très riche. Donc, on va couper un peu le début, mais on va passer directement à l'expérience universitaire. De ce que je comprends, tu as fait ton bac en droit à l'UQAM, mais avant ça, tu avais fait autre chose, je crois. Oui, exactement. En fait, j'ai commencé à l'UQAM en 2016 en faisant un certificat en droit du travail et en droit social pour un peu là, me donner une idée de qu'est-ce que ça allait être le droit, me tremper un peu les pieds dans le domaine, voir si j'aimais vraiment ça et si mon intérêt pouvait être confirmé. Euh, Ensuite, à travers ce certificat-là, j'ai pris un cours de droit international qui m'a allumé autant que le droit de façon générale. Et je sais que l'UQAM offre un programme là, mixte de relations internationales et de droit international, le BRIDI. Là, je pense qu'on connaît tous le fameux nom. Donc, j'ai décidé de faire ce bac-là par la suite. Par contre, là, en milieu de parcours, je me suis aperçu que c'était les cours de droit uniquement qui m'allumaient plus que les cours de relations internationales, même s'ils étaient très intéressants. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix là, à mi-parcours d'aller vers le bac en droit et de vraiment là, continuer mon parcours dans le domaine à partir de ce moment-là. Waouh, c'est vraiment intéressant. Et justement, tu disais tout à l'heure que tu as toujours rêvé d'être avocat. Depuis quand est-ce que tu nourris ce rêve et qu'est-ce qui t'a mené finalement à faire ce changement-là par la suite?
Je me rappelle exactement du moment, là, c'est quand j'avais 12 ans, on était en sixième année, puis un de nos projets à faire, c'était des débats sur des sujets là, d'actualité de l'époque. Là. Je me rappelle plus vraiment c'était quoi les sujets, mais ça, on fallait qu'on débatte notre position. Et je me rappelle, là, ma professeure m'avait trouvé très bon là, à débattre de mon point et j'avais aimé ça, l'expérience aussi également. Là, donc je me suis dit, avocat, ce serait peut-être une bonne profession là, pour l'avenir. Et donc, tu as poursuivi ça par la suite. C'est Exactement. très intéressant. Et bon, donc, tu as étudié le droit. Donc, même si c'était un programme connexe avant, après, tu as sauté au bac. Mais pourquoi UCAM à la base? Pourquoi cette université? Qu'est-ce qui t'a mené à l'UCAM? En fait, l'UQAM, le programme de droit du travail, droit social m'avait intéressé dès le départ. Le droit du travail, c'était déjà un domaine qui m'intéressait là, avant de commencer mes études, travailler dans le milieu de travail, les relations de travail, que ce soit syndiqué ou des rapports individuels. Donc, de savoir qu'il y avait un certificat qui était plus spécialisé, qui s'offrait à l'UQAM plutôt que le certificat en droit général, je me suis dit là, que le parcours avait l'air plus intéressant et de pouvoir faire le saut au bac par la suite, là, je pense que ça allait pouvoir m'aider là, pour la suite des choses. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi l'UQAM. Donc, c'était un peu le chemin tout droit tracé. Tu voyais un peu où tu t'en allais avec ça et donc tu as poursuivi ton chemin à ce niveau-là, si je comprends bien? Exactement. J'avais un plan là, assez défini en tête et ça allait changer un peu en cours de route avec le Brady que j'ai commencé pensant que je m'enlignais plus vers ce domaine-là. Mais après ça, ça s'est replacé là, vers le droit. Là, c'était automatique là, par la suite là, que je voulais faire C'est ça. vraiment drôle que je me retrouve face à toi ce soir parce que je travaille aussi en domaine de droit du travail. Je travaille à la CNSS actuellement, donc je peux connecter là-dessus. Je voulais savoir, qu'est-ce qui te passionne en droit du travail? Qu'est-ce que tu aimes dans ce domaine? C'est vraiment tout ce qui est l'aspect humain, là, avoir le contact avec l'autre personne, le contact avec les clients, le contact avec les travailleurs, avec l'employeur. On est vraiment impliqué là, dès le départ. On n'est pas toujours là, en train de réviser des contrats derrière nos ordis. On est sur le terrain de façon assez rapide et d'avoir ce contact-là humain, sentir qu'on est en contact avec les gens. C'est ce que j'aime beaucoup, là, négocier des conventions collectives, par exemple, avoir des règlements là, avec des discussions de règlement avec les syndicats, avec la CNSST, justement, être sur le terrain, là, avoir cette expérience pratique-là que j'aime beaucoup, qui me passionne en droit du travail. Très bien. Donc maintenant qu'on a parlé un peu de ta passion pour le droit du travail, j'aimerais savoir, quel cours t'as le plus apprécié du bac? On a tous nos petites préférées. Oui, écoutez, le cours que j'ai plus apprécié, c'est difficile à dire honnêtement, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé mon cours d'arbitrage de grief. Vraiment, là, je trouvais le cours intéressant, puis je sais que euh, ça fait pas l'unanimité, mais juste de savoir le professeur que j'avais vu nous raconter ses expériences concrètes qu'il avait vécues en arbitrage, ses expériences avec les syndicats, autant côté syndical que côté employeur, d'avoir cette perspective double un peu là, du monde syndiqué, moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup intéressé. Donc, je dirais que le cours avait été difficile, mais le sujet là, m'avait vraiment marqué et m'avait beaucoup intéressé. Est-ce que dans ta pratique aujourd'hui, tu as toujours l'opportunité d'explorer un peu là ce côté du droit ou t'es plus en cours maintenant? Oui, en fait, en ce moment, ma pratique elle vient tout juste de commencer, donc je touche un peu à tout. Puis j'aime beaucoup, là, en fait, de pouvoir toucher un peu à différents domaines. Mais je suis beaucoup, beaucoup là, dans les rapports collectifs de travail, travailler avec les syndicats, négocier des conventions collectives, faire des arbitrages de grève, justement. Donc, je viens tout juste de commencer. Là, j'en ai fait un peu pendant mon stage, plus en aspect comme recherche, soutien, assistance. Mais on est quand même en contact là, avec les clients et tout ça. C'est ce qui m'intéresse de continuer là-dedans. Oui. Donc, la prochaine étape de ton parcours universitaire, maintenant que tu étais dans le programme, ça a sûrement été par la suite la course au stage. J'aimerais savoir, est-ce que c'était quelque chose que tu avais l'intention de faire dès le début ou est-ce que ça t'est arrivé plus tard dans ton parcours? En fait, ça, c'est spécial un peu comme histoire parce que quand je suis rentré au bac en droit, un mois et demi après, il y a eu la pandémie. Donc, tout a été en mode virtuel, tout s'est arrêté pratiquement. Donc, il n'y avait jamais vraiment eu de course au stage quand je suis rentré au bac là, en 2020. Donc, on en entendait parler un peu au début. On se dit, ah, peut-être, on n'avait pas beaucoup d'informations. Puis avec la pandémie, évidemment, tout a été annulé. Donc, ça m'est comme un peu sorti de la tête. Et l'année d'après, quand on est revenu en cours, même si c'était en cours virtuel, je pense qu'il y avait des modalités en place pour faire une course au stage virtuel et tout ça. Donc, on avait plus d'informations là-dessus. Mais encore une fois, je n'étais pas nécessairement informé ou c'était pas dans mes objectifs là, précis. Et finalement, un de mes amis du bac, là, il nous avait convaincu, moi et un autre de mes amis, de faire la course avec lui.
et on voit bien que ça s'est bien terminé là, par la suite. Mais non, effectivement, là, c'était pas mon objectif premier là, dès le départ. C'est très intéressant comme histoire, mais justement, la course, ça, c'est un processus qui est imparfait, on le sait tous, c'est un processus qui est difficile pour la plupart des gens. Avant d'y aller habituellement, il faut se construire en tant que personne et construire son profil académique. Une des façons de faire ça, ça passe par les notes. Justement, ça passe par la cote Z qui inquiète énormément de gens. Justement, j'aimerais parler un peu, toi, de ta gestion de ce parcours, de ton parcours académique et de s'enligner vers cette excellence qu'il faut pour rentrer en grand cabinet. Je veux savoir, quels, admettons que tu devais donner des conseils à une version plus jeune de toi-même, avant de commencer l'université, par rapport à comment bien réussir au niveau académique, quel conseil est-ce que tu sortirais de ton expérience que tu as eue aujourd'hui? En fait, ce serait le conseil premier, ce serait vraiment d'être assidu et organisé dans ses études. Je pense que c'est la meilleure façon d'avoir des bonnes notes pendant le parcours académique. Faire ses lectures, évidemment, les lectures de jurisprudence, de doctrine, tout ça. Prendre des notes pendant les cours, être au cours, tout ça, être engagé pendant les cours, poser des questions quand on ne comprend pas. Je pense que tout le monde développe sa façon d'étudier. Moi, mon truc, c'était vraiment comme de faire les lectures, de prendre des notes, d'annoter, prendre le temps de comprendre un peu, aller lire les articles de loi aussi. Puis ça, on pourra peut-être en parler un peu plus quand on va parler du barreau, là, éventuellement, c'est sûr, mais prendre le temps là, de lire, là, beaucoup, beaucoup de lecture. Là. Des fois, évidemment, ça peut être difficile, ça peut être lourd, mais je pense que c'est vraiment bénéfique là, au long terme pour le dossier académique. Et je pense que tu as tout à fait raison. Au-delà du dossier académique, je trouve que ça aide beaucoup à être un bon juriste. Parce que beaucoup de gens sous-estiment à quel point ça peut être informateur de lire la loi en elle-même directement, surtout dans mon cours préféré qui est obligation. Moi, ce qui m'a vraiment aidé à comprendre mieux obligation, c'est d'aller lire les articles directement. Au-delà de ce que le prof dit en classe, au-delà des notes du cours, au-delà de la doctrine, la loi reste reine. Donc, c'est très important. Si vous voulez bien réussir, moi, je pense que c'est important d'aller lire votre loi, peu importe le cours en tant que tel. À part peut-être pénal, mais ça dépend de chaque personne. Mais effectivement, là, je pense que lire sa loi, lire la jurisprudence, lire la doctrine, c'est primordial parce que peut-être que sur le coup, ça a l'air lourd, ça n'a pas l'air de rentrer, c'est difficile, on se fatigue vite à lire ça parce que c'est quand même de la grosse lecture, mais éventuellement, on arrive à un point où est-ce qu'on s'en rend même pas compte, mais qu'on l'a absorbé dans notre mémoire, puis maintenant, on est capable de se nommer des articles de loi, de savoir qu'est-ce que ça prévoit, rattacher ça à une décision importante. Pas tous les articles de loi, évidemment, il y en a beaucoup, là, mais ceux qu'on voit les plus souvent, ils finissent par tomber dans notre mémoire plus long terme. Donc, l'impact ne se fait pas ressentir nécessairement dès le départ, mais c'est quelque chose que je me suis aperçu dans ma pratique et pendant mon stage aussi également, que c'est des choses qu'on apprend à l'université, qui sont restées dans notre mémoire après, grâce à la lecture qu'on fait là, pendant les cours. On s'en reparlera de ton expérience en stage, c'est très intéressant. Mais justement, là, on arrive dans la course au stage. Donc, c'est le début. La première étape, la toute première étape, c'est d'envoyer un CV et une lettre de motivation, ce que tu as dû faire également. Mais même avant cela, il faut choisir les cabinets auxquels on va appliquer. Toi, à quoi ressemblait ton objectif à ce moment-là? Est-ce que tu voulais faire une course qui était large ou est-ce que tu voulais faire une course qui était plus restreinte? En fait, j'ai fait une course, je dirais peut-être de grosseur moyenne, pas trop large, pas trop petite également non plus, parce que je voulais pas trop me fermer de porte, mais je voulais pas m'étendre à plusieurs endroits non plus, être divisé en quatre, si vous me permettez l'expression. Mais effectivement, là, j'ai fait une course un peu moyenne, mais j'ai vraiment misé sur les cabinets qui avaient des groupes de pratique qui m'intéressaient évidemment, là. Donc, c'est un cabinet qui faisait uniquement du droit des affaires. Bien sûr, je n'allais pas appliquer juste pour appliquer. Donc, j'allais m'informer sur le site Internet, voir quel type de pratique qu'il y avait. Est-ce qu'il y avait des pratiques plus spécialisées qui m'intéressaient, plus générales? Parce qu'évidemment, presque tous les cabinets font du litige, mais quel type de litige? Droit du travail aussi, là, on s'est rattaché au litige également. Donc, quel type de pratique en droit du travail est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il faisait droit, rapport collectif, rapport individuel, santé et sécurité? Donc, c'était toutes des considérations là, quand que j'ai envoyé mes CV et mes lettres de motivation pendant la C'est course. intéressant. Et on a très bien compris que tu avais un intérêt pour le droit des affaires, c'est assez clair. Non, pas pour le droit du travail, c'est assez clair. Mais justement, est-ce que tu avais d'autres intérêts que tu as développés au bac et est-ce que ceux-ci se sont transposés dans ta pratique plus tard? En fait, moi, j'ai toujours eu un intérêt aussi en droit de la santé. J'avais pris un cours justement durant mon certificat à l'UQAM. J'avais beaucoup, beaucoup aimé là, tout ce qui est droit de la santé, responsabilité professionnelle, responsabilité disciplinaire. Et j'étais agréablement surpris là, de voir que chez Galen aussi, ils ont une pratique là, un peu dans ce domaine-là, là, en responsabilité professionnelle, en droit disciplinaire, qu'on ne passerait pas nécessairement associé au cabinet, parce qu'on sait beaucoup là, des BLG, McCarthy qui ont plus ces types de pratiques-là à plus grande échelle. Mais oui, là, c'était un des domaines qui m'intéressait, là, autre que le droit du travail.
D'ailleurs, ça va te plaire de savoir qu'on a maintenant un comité de droit de la santé à l'UQAM, Super. dont nous deux on fait partie d'ailleurs, donc moi et mon producteur. Alors si peut-être on a une activité éventuellement, si tu veux passer, ça nous fera plaisir de t'accueillir. Avec Mais plaisir. oui, c'est ça. On en a un maintenant, donc ça existe. Content de savoir que tu as un intérêt dans le domaine. Et justement, donc par la suite, donc CV, lettre de motivation. C'est là qu'on arrive dans le vif du sujet. Selon toi, à quoi ça devrait ressembler? Quels étaient tes tips and tricks? À quoi tu pensais lorsque tu as écrit ces deux documents-là qui sont particulièrement importants pour réussir le processus? Oui, en fait, je dirais le premier truc là, que je pourrais donner pour CV, lettre de motivation, c'est peut-être simple et anodin, mais assurez-vous là, que la forme est bonne et que l'orthographe aussi est présent. Aucune faute d'orthographe, aucune faute de forme, que tout est bien aligné, tout est bien organisé. Je pense qu'après ça, ça fait ressortir là, un peu du lot si on a un beau CV devant nous, une belle lettre de présentation, adressée à la bonne personne aussi également. Et de ne pas se tromper de destinataire. On sait des fois, on a tendance peut-être à remplir les lettres de motivation suivant un modèle, ce qui est bien correct, mais juste de s'assurer d'avoir un destinataire et de bien personnaliser la lettre de motivation surtout. Pour ce qui est du CV, je dirais vraiment d'y aller de façon assez succincte et d'y aller en priorité éducation, expérience pratique au niveau du droit, implication communautaire au niveau du droit et après haute implication, haute expérience professionnelle ou haute intérêt aussi. Là, moi, j'avais mis une section comme intérêt, puis j'avais mis football, ski, par exemple, des sujets qui pourraient être discutés pendant la première entrevue et éventuellement, si ça ressort du CV, dire, oh, ben, on va parler de ça pour apprendre à mieux connaître la personne, puis ça va nous permettre de sortir un peu aussi là, du domaine juridique, puis d'apprendre à connaître la personne, pas seulement en droit, mais de façon plus approfondie également. Ça fait énormément de sens ce que tu as dit parce qu'effectivement, on devrait prioriser les expériences qui ont du rapport avec le droit parce que je vous rappelle que vous n'avez pas toujours le temps de regarder entièrement le CV. Des fois, il arrive que ça s'arrête. Donc, le plus tôt vous mettez les expériences qui sont pertinentes, le plus de chances vous avez que celles-ci soient regardées, celles-ci soient prises en compte. Exact. Non seulement dans la course au stage, ça dépend de chaque cabinet, mais dans la vie en général. En général, on a peu de temps pour impressionner. Donc, je trouve que ça fait énormément de sens ce que tu as dit. Tout le monde n'a pas la même méthode, c'est sûr, mais c'est vrai que prioriser les expériences clés, c'est important, je pense, à ce niveau-là. Et au niveau du football, si on peut revenir rapidement dessus, j'ai oublié de te demander quelle équipe de NFL préférée. Bon, Attention, ça se peut. je suis gêné un peu d'en parler. Attention, ça se peut. C'est un sujet chaud. C'est un sujet chaud. Si tu veux, je vais en premier. Ok, oui, Moi, ça me vas-y, dérange vas-y, je pas. te Moi, laisse. c'est les Eagles. Ok, Moi, ben c'est c'est les ça, choix Eagles. facile. Oui, c'est un choix facile, mais je les ai toujours appréciés, Ok, justement. Mais c'est toi, pas un c'est quoi? bandwagon, là, comme on Non, dit. non, Ok, toujours Eagles. Mais moi, j'aime bien les Colts d'Indianapolis. Je les aimais avec Peyton Manning et je suis resté avec eux, malheureusement, dans les temps un peu plus difficiles en ce moment. Mais effectivement, là, mon cœur appartient aux Colts. We stick to it. C'est correct. C'est exact. ça, être fan de football. Il y a des hauts, il y a des bas, On est puis loyal. on fait comme on peut. C'est tout. Ok, Exact. c'est intéressant. Ben, écoute, donc ça, c'est bon. Lettre, CV et lettre de motivation. Dans la lettre de motivation, est-ce que tu avais une méthode pour tes paragraphes? Je sais qu'il y en a des fois qui parlent de certains trucs en premier, d'autres en deuxième. Toi, ça ressemblait à quoi un peu et qu'est-ce que tu conseillerais par rapport à ça? En fait, le conseil que moi, je me suis fait donner à l'époque par la personne qui me coachait là, à travers la course au stage un peu aussi, c'était vraiment dans la lettre de motivation, bien sûr, personnaliser la lettre et le diviser en trois paragraphes. Donc, le premier paragraphe, on parle vraiment de sa personne, de nous-mêmes, de ce qu'on a accompli durant notre parcours. Le deuxième paragraphe, parler un peu du cabinet, de pourquoi le cabinet vous intéresse, quel domaine de droit là, vous intéresse par rapport au cabinet et tout ça. Et le dernier paragraphe, c'est vraiment un mix des deux, disant pourquoi toi serais un bon match avec le cabinet. Vraiment diviser ça sous trois paragraphes. Je pense que c'est une bonne méthode. Évidemment, il y en a d'autres, mais c'était la méthode que je me suis fait montrer durant ma course et ça avait bien fonctionné là, par rapport à ça. Je pense que les cabinets apprécient surtout de voir pourquoi ta personnalité matcherait avec leurs valeurs surtout. Mhm. C'est intéressant et j'imagine que le mieux tu es capable de faire des liens avec ça, le plus ça peut peut-être coller avec le cabinet, le plus tu peux avoir un fit, j'imagine. Non, exact, parce que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Tu sais, si moi, je suis pas intéressé par le droit des affaires, par exemple, donc si j'applique un cabinet qui fait uniquement du droit des affaires et dans ma lettre de présentation, je mets des expériences qui se rattachent plus au droit du travail, ça fit moins, on le ressent. Donc, si on est capable de rattacher ses expériences, sa personnalité, ses valeurs aux valeurs du cabinet et au groupe de pratique qu'ils ont parmi le bureau, ça peut juste être positif là, pour la suite. Excellent. Comme je dis d'habitude, j'espère que vous avez vos calepins, j'espère que vous prenez des notes parce que ça, c'est du free, là. On vous donne, c'est de l'info, c'est free. Prenez-le et appliquez-le, ça va vous aider. Donc, OK, lettre, motivation, CV, c'est passé. Maintenant, si on parle des entrevues, Oui. qui est encore un sujet très, très, très important, la première entrevue.
comment est-ce que ça s'est passé à ton niveau? Déjà, non, avant même de rentrer dans la première entrevue, chez Gowling, comment ça se passe? Parce que j'ai eu le temps de remarquer qu'il y en a qui changent des choses selon le cabinet. Il y en a qui ont des premières entrevues, d'autres non. Vous, ça ressemble à quoi en général? En fait, l'année passée et cette année, on fonctionne de la même façon également. Les premières entrevues vont être données de façon virtuelle. Et ensuite, pour les deuxièmes entrevues, ça va être en personne, au bureau. Et toutes les personnes qui passent en deuxième entrevue sont invitées au cocktail, là, qui est comme la troisième entrevue, si on veut, chez Garling. Mais en fait, c'est ça exactement. Donc, première entrevue virtuelle, deuxième entrevue au bureau et le cocktail de fin de course là, par la suite, qui est comme la troisième entrevue, là, si on veut. Ok, donc parcours plus classique, très bien. Première entrevue, comment est-ce que ça s'est déroulé pour toi? Première entrevue, c'est vraiment, on veut explorer ce que tu avais mis dans ta lettre de motivation et ton CV. Donc, on veut confirmer est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il est capable de nous d'étoffer un peu, pas d'étoffer le CV, mais plutôt de confirmer les éléments qui se trouvent dans le CV, les éléments qui se trouvent dans la lettre de motivation. Donc, on avait parlé justement de mes applications en tant qu'entraîneur de football à mon école secondaire. J'avais fait la clinique juridique de l'UQAM aussi également. J'avais fait un stage aussi en milieu syndical durant l'UQAM. C'est les courts stages qui offrent à ce niveau-là. Donc, on avait parlé de ça aussi. Donc, c'est vraiment là, de confirmer que ce que tu avais mis dans ton CV, qu'on est capable de l'appuyer, en fait, là, que tu n'aies pas mis n'importe quoi dans ton CV, que ce soit pas vrai. Évidemment, ça arrive vraiment mal, mais c'est plus d'apprendre à connaître la personne qui ont connu à travers un CV, là, de mettre un visage sur le CV. Et justement, si on prend le temps de s'arrêter un peu là-dessus, le but ici, bien évidemment, c'est de vendre un peu sa salade. C'est de montrer comment nos expériences de travail vont faire de nous des bons stagiaires ou des bons juristes. Toi, dans ton cas, quelle expérience de travail était pertinente et comment est-ce que tu as vendu ça? Quels sont les liens que tu as faits? C'est sûr que le réflexe quand on est en entrevue, c'est de pas trop vouloir se vendre pour pas paraître de quelqu'un qui se vend trop. Mais je pense que la façon qu'on l'amène, ça peut être bénéfique de dire, ben, voici mes expériences et voici comment ça peut être bénéfique pour le bureau pour la suite. Donc, je pense que c'est une bonne façon de l'amener. Et je me rappelle plus exactement là, comment on était tombé sur le sujet, mais j'avais parlé justement de mon expérience à titre d'entraîneur de football que je faisais à l'époque. Et j'avais amené le fait justement de l'esprit d'équipe, le leadership, que c'était des valeurs qui m'avaient été apprises dans le football et que je pouvais transposer en droit chez Garling, qui adopte les mêmes valeurs, là, un peu similaires à une équipe de football où est-ce que tout le monde travaille bien ensemble. On a besoin de bons leaders, de bonnes personnes qui vont être capables bien travailler avec les autres aussi. Donc, c'est comme ça que j'avais transposé, là, c'est comme ça que j'avais réussi à me vendre, là, si on veut. Ça veut dire ça comme ça. Et justement, c'est très intéressant parce que c'est une expérience qui n'a rien à voir avec le droit. C'est la preuve encore qu'on peut transformer n'importe quoi en quelque chose de positif. L'important, c'est de ressortir ce que ça vous a apporté. Et je pense que c'est ça que tu as fait et ça t'a mené ici aussi. Et une autre chose de drôle que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que les entrevues dont je me rappelle le moins sont en général celles où j'ai réussi. Je sais pas si tu peux corroborer un peu ce que je dis, mais ça m'a vraiment, quand tu m'as dit, ah, je me rappelle pas exactement de comment on est arrivé sur le sujet, mais tant mieux, ça veut dire que vous êtes arrivé de manière naturelle. Ça veut dire que ça c'est pas, tu suivais pas une conversation lettre à la lettre, tu comprends, ça s'est fait tout seul. Donc je trouve que ça aussi c'est important, puis ça peut être une bonne façon peut-être pour des étudiants de mesurer leur fit avec le cabinet. Plus tu sens que c'était naturel, en général, je pense plus ça va bien. Et à ton niveau, justement, est-ce que dès le départ, tu avais senti un peu cette connexion au cabinet, cette connexion avec les gens qui t'interviewaient, ou est-ce que ça a pris du temps à se développer un peu? Ben, en fait, c'est sûr qu'évidemment, il y a toujours le stress de la première entrevue. Donc, c'est sûr qu'après ça, quand que ça termine, on se rappelle pas beaucoup de ce qui s'est passé. Mais effectivement, là, le courant avait bien passé là, dès la première entrevue. Oui, bien sûr, c'est format comme question-réponse, mais ça prend quand même la forme d'une discussion. Donc, la personne nous pose des questions, on répond, mais ça s'enchaîne pas d'une question à l'autre, là. On prend le temps d'approfondir sur certains aspects, on discute un peu. Donc, ça prend la forme d'une discussion, même s'il y a un peu de questions-réponses à travers tout ça. Et je dirais qu'au niveau de la deuxième entrevue, puis là, je veux pas trop te devancer, mais c'est ça, si on passe à la deuxième entrevue, là, c'est vraiment plus sous forme de discussion, là. Il y a un peu de questions, mais c'est moins sous forme questions-réponses que la première. Là, on est vraiment on veut approfondir, continuer à apprendre à te connaître. Il y a eu une bonne connexion, une bonne chimie à la première entrevue. On veut confirmer cette chimie-là et on veut continuer à apprendre à te connaître. Donc, c'est pour ça que c'est plus sous forme de discussion là, au niveau de la deuxième entrevue. Mais même première entrevue,
quand le clic se fait, naturellement, ça se transforme en discussion et ça devient moins question-réponse. Donc, si ça vous arrive pendant vos entrevues, c'est bon signe pour la suite. Excellent. Et le cocktail maintenant, qui est parfois, j'ai l'impression, la partie la plus difficile pour certaines personnes parce que là, tu dois vraiment socialiser avec plusieurs personnes. Toi, est-ce que tu étais stressé pour cette expérience et comment ça s'est passé? Est-ce que c'était difficile? Comment tu as géré le tout? Oui, en fait, c'était un peu particulier. Là, mon cocktail qu'on avait eu, c'était encore pendant la COVID, là, malheureusement. Donc, ça a été de façon virtuelle sous la forme d'un jeu thématique là, qu'on avait fait. Donc, on a été séparés en groupes et il fallait là, décider qu'est-ce qu'on amène avec nous sur une île déserte. Donc, c'était assez particulier comme expérience. C'était vraiment le fun, mais tu sais, c'était pas le cocktail auquel on s'attend. Là. Évidemment, avec la COVID, on avait pas le choix, malheureusement, de procéder de cette façon-là. Mais là, ça s'était super bien passé. Là, la connexion s'était faite même à travers l'écran. Donc, ça aussi, c'est un signe super positif par la suite. Mais je dirais que le cocktail en tant que tel, que ce soit physique ou que ce soit de façon virtuelle, l'objectif ultime, c'est de savoir est-ce que tu te mixes bien à l'équipe, en fait. Est-ce que tu matches bien avec les gens là-bas et pas seulement avec les personnes qui t'ont passé en entrevue. Donc, c'est de voir est-ce que tu t'intègres bien à l'équipe, est-ce que tu t'entends bien avec les gens, est-ce que tu socialises bien là, dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment l'objectif là, de la troisième entrevue slash cocktail, là, si on veut. Intéressant, très intéressant. Donc, OK. Maintenant que tout ça est passé, on va aller sur une question plus globale. Quand tu prends un step back et que tu repenses à tout ce que tu as fait et tu repenses à tout le processus, qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce qui a été l'aspect le plus facile à gérer ou celui que tu t'es dit, mais finalement, ça va, et l'aspect qui était vraiment plus difficile à gérer? Je dirais qu'au niveau de l'aspect facile, il n'y a pas vraiment eu d'aspect facile en tant que tel parce que tout le processus est quand même assez difficile. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de préparation. Tu sais, quand tu fais tout le processus, il y a quand même une première entrevue, deuxième entrevue, troisième entrevue. Donc, ça prend quand même un certain temps, un certain dévouement. Mais ce qui a été facile par la suite, évidemment, quand ça se passe bien, c'est qu'après ça, ça en vaut la peine. Puis même si ça ne se termine pas en une offre, je trouve que ça vaut la peine quand même parce que les rencontres que tu fais, puis je dirais que c'est ça qui a été facile, c'est de rencontrer le monde, de faire les connexions qu'on a fait en bowling, que ce soit chez Garling ou dans les autres cabinets avec qui ça l'a cliqué, mais que pour une raison ou une autre, ça n'a pas nécessairement abouti en un offre. Ça ne veut pas dire que ces connexions-là sont perdues ou qu'on ne pourra pas rappeler ces personnes-là par la suite pour d'autres opportunités dans l'avenir. Mais effectivement, là, c'est assez. Je dirais que tout l'aspect là, gestion, études, stress, préparation aux entrevues, c'est difficile en soi, mais moi, je trouve que ça en vaut la peine là, de faire le parcours et de se dédier là, à la course. Ok, excellent. Donc, tu as reçu l'appel. Maintenant, bravo, bienvenue chez Gowling WLG. Qu'est-ce qui t'attend par la suite? As-tu fait un été étudiant, par exemple? Oui, en fait, chez Garnin, on offre vraiment la possibilité de faire un été étudiant là, dès le premier été, donc tout de suite après, quelques mois après avoir reçu l'offre. Possibilité aussi de faire un deuxième été avant le stage si ça donne avec le parcours universitaire. Mais oui, là, j'avais fait un premier été qui était virtuel encore, là, malheureusement. Ça avait bien été, là, par contre, là, puis la deuxième été, là, on était retourné en personne, là, donc ça a vraiment fait du bien là, de retrouver tout le monde et de ne pas être toujours derrière un écran. Là, ça a vraiment fait du bien. Ben oui, Oui. surtout avec des bureaux aussi nice. J'imagine que ça doit être bien d'être ici. Oui, mais en plus, c'est ça, ils venaient tout juste de rénover les bureaux et un an après, je pense qu'il y avait eu la pandémie, donc malheureusement, on n'a pas pu profiter des nouveaux bureaux dès le début, mais là, on en profite là, au maximum, là, puis on aime bien ça. C'est Ouais. excellent. Et donc, par exemple, tu as fini ton été étudiant. Maintenant, la prochaine étape, j'imagine, ça va être, on va dire que c'est le barreau. Je ne sais pas si dans ton cas, c'est ça qui a suivi par la suite, mais c'est ça qui a suivi. Excellent. Donc, on est dans la chronologie barreau maintenant. Ok, tu n'as pas fait partie de la nouvelle mouture, c'était avant ça. Ouais. Mais toi, quelle a été ton expérience? Comment ça s'est passé? Peux-tu nous expliquer un peu c'était quoi le système à ce moment-là? Oui, en fait, c'est ça. Moi, j'étais une des dernières cohortes à faire lancer le programme et de la façon que ça fonctionnait, c'était vraiment plus classique. Là, on y allait du lundi au vendredi, on avait des cours. Mais en fait, c'était moins des cours, c'était plus des exercices, là, qu'on revenait sur les exercices de la veille, les questions auxquelles on répondait pour préparer nos études. Il y avait des professeurs qui étaient là pour nous aider à répondre aux questions préparatoires pour l'examen. Donc, on allait en cours, tu pouvais soit y aller soit le matin, soit l'après-midi. J'avais pris les cours du matin, donc de 8 à midi. Ensuite, on avait toute l'après-midi pour étudier, se préparer pour la journée d'après. Donc, il y avait quand même une routine qui était assez bien installée là, pendant le barreau. Et ensuite, au niveau des examens, à la mi-chemin, il y avait un examen en déontologie et il y avait deux examens à la fin du parcours sur 2 jours. Donc, un examen jour 1 qui était choix multiple avec 5 sujets et un examen jour 2, questions court, moyen développement avec 2 sujets.
Et comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été quelque chose de compliqué pour toi à gérer le barreau ou est-ce que ça s'est passé relativement comme tu t'y attendais? Je dirais qu'au niveau de la gestion, ça n'a pas été trop compliqué parce qu'on avait comme une bonne routine. Tu sais, c'était vraiment, tu te lèves le matin, tu vas à tes cours, tu corriges chez Annex, tu reviens chez vous, tu dînes, tu fais un peu tes affaires. Après ça, tu t'assois, tu étudies l'après-midi, tu soupes, tu écoutes peut-être un peu la télé avant de te coucher ou tu vas t'entraîner, peu importe la routine, là. Après ça, tu te couches le lendemain, rinse and repeat un peu, là. Donc, au niveau de la gestion et de l'organisation en tant que telle, euh, de mon côté, ça n'a pas été trop difficile. Par contre, là, c'est sûr que ça vient avec toute la lourdeur là, d'étudier toutes les lois, tous les domaines de droit, lire tous les articles, faire tous les exercices, le stress de l'examen, des examens en fait. Donc, ça a été un côté plus difficile à gérer. Mais au niveau de l'étude en tant que telle, si on avait comme on avait notre routine, on avait notre méthode d'étude qui était propre à nous aussi, qui fonctionnait. Donc, ça a mieux été de ce côté-là, mais c'est sûr que ça vient évidemment avec toutes la gestion du stress, beaucoup, beaucoup de matière à avoir en très peu de temps. Donc, ça vient avec ces défis-là, évidemment. Évidemment, ok. Et justement, maintenant, tu as fait le barreau, donc tu t'en es sorti. Ça a été difficile, mais tu t'en es sorti. Et donc après, vient le jour où tu signes, et maintenant, t'es stagiaire, officiellement, pendant une durée de 6 mois, si je ne me trompe pas. C'est ça? Exactement. Ok, très bien. Comment est-ce que ça fonctionne chez Gowling en général? En fait, le stage chez Garling, il est pas rotatif, donc il n'y a pas d'assignation en tant que telle. C'est vraiment, on y va par intérêt du stagiaire. Évidemment, là, on priorise une disponibilité pour tout le monde du bureau, dans le sens qu'il y a pas, c'est pas parce que tu étais intéressé en droit des affaires que tu ne feras jamais de mandat de litige pendant ton stage. D'où pourquoi c'est pas rotatif. Donc, il faut quand même être disponible, mais en même temps, ça permet un peu là, d'aller tout de suite vers le domaine qui nous intéresse et de rester là-dedans pendant 6 mois et de prendre à l'occasion là, d'autres mandats là, qui arrivent de d'autres départements. Mais je dirais que ça ressemble un peu à ça, le stage. C'est vraiment un 6 mois. Moi, j'avais fait beaucoup, beaucoup de droit du travail et litige, justement. Et d'autres stagiaires ont fait plus comme droit des affaires, droit autochtone aussi également. Donc, on y va vraiment là, par domaine d'intérêt plutôt que par rotation là, fixe. Ok, et est-ce que tu as eu l'opportunité de toucher à autre chose que, par exemple, droit du travail à la base? Est-ce que tu as pu toucher à d'autres domaines? J'ai pas très bien compris, c'était un peu confus. Oui, non, je m'excuse. En fait, moi, j'avais fait beaucoup, beaucoup de droit du travail parce que c'est ça qui m'intéressait. Et j'ai fait aussi du litige un peu plus général, là, donc que ce soit droit de la construction, responsabilité du fabricant, des recherches sur certaines procédures là, en droit civil également. J'avais fait un peu aussi droit des affaires, mais c'est sûr que dans les domaines qui nous intéressent un peu moins, les personnes autour de nous savent un peu c'est quoi nos intérêts. Donc, s'il y a un besoin là, assez urgent, évidemment, on est toujours là pour l'équipe, on est toujours disponible à aider, mais c'est pas quelque chose qui va être activement là, recherché. Donc, disant, mais Tristan, on sait qu'il aime le droit du travail, on sait qu'il aime un peu plus litige, on va pas aller le out of our way pour lui donner un mandat de droit des affaires, à moins évidemment que ce soit urgent et qu'il y a un besoin immédiat. Puis évidemment, ça nous fait toujours plaisir là, d'aider à cet égard-là, mais il essaie vraiment là, de respecter les intérêts de chaque stagiaire et de chaque étudiant. Là. Excellent. Et donc, vous avez été engagé en groupe. Est-ce que vous avez travaillé en groupe ensemble pendant le stage aussi? Est-ce que ce travail d'équipe en stagiaire, c'est quelque chose qui est soutenu par le cabinet ou est-ce qu'en général, vous êtes plus un peu tout seul? Ben, en fait, que ce soit comme étudiant ou comme stagiaire, évidemment, le travail d'équipe, c'est toujours la priorité numéro un. Et moi, je sais que quand j'avais fait mon stage, on était seulement deux. Donc, on avait deux stagiaires officiels, mais avec des étudiants aussi qui étaient là en support. Et oui, c'était beaucoup occupé, il y avait beaucoup de travail, mais je pense que ça nous a permis de surpasser un peu le travail d'équipe parce qu'on faisait souvent des mandats à deux, on travaillait beaucoup ensemble, on travaillait bien ensemble. Donc, je pense que ça permet vraiment de valoriser le travail d'équipe qu'il y a ici et qui fait partie des valeurs intégrantes là, du cabinet également. Là. Alors, Tristan, maintenant qu'on a parlé un peu de ton travail en équipe, du travail que tu fais avec tes collègues, je voulais savoir comment se passe ton expérience ici chez Gowling depuis que tu es entré en tant qu'avocat et en tant que stagiaire. Est-ce que l'idée que tu t'étais fait du cabinet au début dans la course au stage subsiste toujours ou est-ce que celle-ci a été nuancée avec le temps? Oui, ben en fait, le feeling que j'ai eu quand que j'avais fait la course et que j'avais accepté l'offre par la suite, c'est comme confirmé après, là, c'est super agréable de travailler ici. On a des bons collègues, on a une belle ambiance de travail, on se sent épaulé, on se sent encadré beaucoup aussi par nos mentors, par les plus jeunes avocats aussi également. On a vraiment une belle équipe. Puis surtout en droit du travail, là, spécifiquement, ce que j'aime beaucoup, c'est que oui, évidemment, on a notre propre pratique un peu spécialisée, mais on travaille beaucoup, beaucoup sur des dossiers ensemble, à deux, à trois. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup en équipe aussi. Donc, c'est super agréable. On a une belle chimie, une belle dynamique, puis c'est super agréable de travailler ici. C'est excellent. Et justement, en parlant encore un peu plus du cabinet,
on oublie le site internet 2 secondes, ok? On oublie ce qu'il y a sur le site internet. Si toi, tu devais me décrire le cabinet en me sortant quelques mots essentiels qui définissent pour toi l'esprit du cabinet, l'ambiance du cabinet et ce pourquoi le cabinet, la culture du cabinet, c'est ça que je veux dire, qu'est-ce que tu me dirais? Je dirais que la première chose qui me vient en tête, c'est qu'on se prend pas au sérieux ici. Il y a personne ici qui est trop formel ou quoi que ce soit. Là, on sait comment avoir du plaisir. On sait évidemment comment être professionnel, comment être formel en temps et lieu. Mais je pense que c'est vraiment la dynamique là, qui règne là, parmi les gens ici, parmi le cabinet, où est-ce que justement, là, on sait comment avoir du plaisir entre nous. Personne ne se prend au sérieux. On fait des jokes pendant la journée, on niaise, tout ça. Évidemment, on fait notre travail aussi là, entre ces moments-là aussi, mais on prend toujours justement un moment de se parler, pas juste de droit, de comment ça va, tu as passé une belle fin de semaine, raconte-nous tes plans pour tes vacances, le temps des fêtes, justement. Développer le plus qu'un un lien entre collègues, là, mais vraiment un lien d'amitié également aussi qui se crée au fil du temps. Puis je pense que c'est vraiment ça qui nous démarque là, en tant que cabinet. Ouais. Ok, et si tu devais m'en sortir peut-être un autre, ce serait quoi? Un autre trait qui vous définit en tant que cabinet ou qui définit le personnel avec qui tu travailles? Et là, je vais te dire, par exemple, ça apparaît sur le site web, c'est vraiment le travail d'équipe. Pour c'est pas juste une valeur qu'on prône, c'est vraiment quelque chose qui est mis en application. Un peu comme que je disais tantôt, quand on travaille dans des dossiers, c'est très, très rare qu'on a un dossier tout seul, où est-ce qu'on parle pas à personne ou qu'on consulte personne, puis qu'on fait juste s'en occuper, puis that's it, that's all. C'est vraiment là, on est souvent deux sur les dossiers, parfois trois, et ça permet là, un encadrement parce que souvent, c'est un jeune avocat qui est avec un associé, avec un partner. Donc, ça permet aussi d'apprendre au fil du temps et pas se retrouver là, avec un dossier tout seul, puis pas de savoir trop quoi faire, où commencer. Donc, je dirais le travail d'équipe, là, même si c'est une valeur qu'on affiche sur le site web, c'est mis en application de façon là, quotidienne au bureau, autant pour les étudiants, les stagiaires que les avocats également. Tu as dit quelque chose qui a attiré mon attention. Tu m'as parlé de travail d'équipe. Ça m'est venu en tête l'interconnectivité. Je me rends compte que Gowling est un cabinet qui est international. Pas seulement national, mais international. Est-ce que ça t'arrive ou ça vous arrive dans votre pratique en général ici au cabinet de collaborer avec d'autres de vos succursales? Je dirais que ça dépend du domaine de pratique. Je sais qu'en droit des affaires, ils collaborent beaucoup, beaucoup avec tout le reste de l'équipe nationale, donc des bureaux nationaux. À l'international, un peu moins. Ça nous arrive un peu moins, mais je dirais que ça dépend vraiment du domaine de pratique. Mais oui, effectivement, le même endroit du travail, parfois, on va réviser des contrats d'emploi pour les employés au Québec. Et souvent, ça va être des dossiers qui vont nous venir de Toronto, d'Ottawa, Calgary, par exemple, mais beaucoup plus au niveau national qu'international. Ok, d'accord. Intéressant. Et au niveau de la formation que tu as eue dans ton stage, je sais que certains cabinets nationaux ou internationaux connectent les étudiants de différentes places d'affaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous, ici, vous avez ou est-ce qu'en général, vous vous concentrez plus sur la pratique à Montréal Je précisément? dirais que la pratique est plus concentrée à Montréal. Par contre, je sais que presque chaque groupe, je crois, si je ne me trompe pas, ils appellent ça des groupes nationaux de pratique. Donc, je sais qu'en droit du travail, évidemment, il y a le groupe à Montréal, mais aussi le groupe à Toronto, à Calgary, à Vancouver. Et tous ces groupes-là font partie du groupe national de pratique. Pas souvent, mais on a souvent des rencontres ensemble de façon là, à quelques mois espacés où est-ce qu'on prend le temps de se rencontrer, de parler un peu de comment les choses vont, là, comment que le groupe va. Et on se rencontre justement là, prochainement au mois de janvier là, en présence là, à Montréal, là, tout le groupe national de droit du travail. Là, donc, c'est des opportunités là, super intéressantes pour apprendre à connaître les autres personnes qui travaillent aussi dans les autres bureaux du cabinet. Donc, tu as complété ton stage, ça s'est bien passé. Tu as eu une offre pour continuer ici en tant qu'avocat. Qu'est-ce que tu fais actuellement? À quoi ressemble ta pratique et qu'est-ce qui te passionne dedans? En fait, là, j'ai vraiment une pratique très, très diversifiée parce que je viens tout juste de commencer. Donc, je ne suis pas encore très spécialisé dans un domaine précis. Donc, je fais vraiment un peu de tout, le rapport collectif, rapport individuel, santé et sécurité du travail. Et j'aime beaucoup aussi, là, je touche beaucoup au droit disciplinaire, en responsabilité professionnelle également. Tous des domaines là, de droit là, qui a beaucoup un aspect humain là-dedans, un aspect très pratique aussi également qui m'intéresse beaucoup. Au niveau d'une préférence, j'ai pas tant une préférence en tant que telle, mais j'aime beaucoup, beaucoup l'aspect de négociation et litige versus là, ce qui est révision de contrat, révision de manuel d'employé, tout ça. Vraiment plus l'aspect litige-négociation de la pratique de droit du travail, là, si on veut. Intéressant. Et justement, si on peut continuer là-dessus, mais on sait ce que tu fais maintenant, on sait que ça te plaît, on sait que tu te plais ici, donc on espère que ça va continuer pour toi. Mais où est-ce que tu te vois dans le futur? Où est-ce que ça s'en va pour toi? C'est quoi tes projets sur le long terme? Est-ce que tu considères peut-être enseigner plus tard? Considères-tu peut-être la magistrature, autre chose?
que le droit du travail que tu fais en ce moment, ben, en général. Mais en fait, magistrature, c'est sûr que j'y passe pas du tout, là. Ça, c'est sûr, peut-être éventuellement, mais pas du tout en ce moment. Au niveau de projet long terme, ça, c'est vraiment là, de continuer à développer évidemment ma pratique puis me spécialiser dans ce qui m'intéresse le plus. Au niveau de l'enseignement, là, évidemment, j'ai toujours voulu éventuellement enseigner à l'école du barreau plutôt. Être vraiment comme appuyer les étudiants puis encadrer ceux qui vont éventuellement devenir avocats également aussi. Là. Je pense que ça rejoint un peu mon côté coach là, de football, là, de vouloir comme redonner un peu et d'enseigner à nos prochains, de nos prochains si on veut. Donc ça, ce serait plus dans mes objectifs long terme là, à ce niveau-là. Très, très, très intéressant. Et quel cours enseignerais-tu si tu avais l'opportunité de choisir n'importe lequel? Droit du travail. Bien sûr, mais bien sûr, quelle question. Mais c'est clair, mais c'est bien de voir parce que beaucoup de gens, ils rentrent dans le domaine en ne sachant pas quoi faire ou genre en n'étant pas sûr. Toi, je vois que tu as cette vision qui est Oui. très constante à travers le temps et c'est une bonne chose. C'est une qualité qu'on retrouve chez plusieurs personnes qui vont très, 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 très loin dans leur domaine. Donc, tant mieux si tu es passionné, tant mieux si tu aimes ça, puis je te souhaite que ça continue le plus possible. Donc, droit du travail à l'école du barreau, peut-être dans quelques années. Oui, on sait jamais, mais je me considère quand même très chanceux là, de savoir que c'est vraiment droit du travail que je voulais faire depuis le début. Puis c'est grâce au certificat en droit du travail à l'UQAM qui a confirmé là, ce que je voulais faire, pouvoir prendre tous les cours. J'avais pris, je pense, santé et sécurité, arbitrage et greffe, le rapport individuel. Tous ces cours-là là, m'ont tout de suite intéressé, puis ont comme allumé la flamme, là, si on veut, dans le domaine. Donc, c'est grâce à ça là, que je suis rendu ici aujourd'hui en ce moment, puis qu'on se parle. Actuellement. Donc, tu étais très bien préparé. C'est beau à voir, c'est très bien. Et donc, maintenant, tu es dans ton domaine de pratique, tu fais ce que tu as à faire, tu vois où tu t'en vas dans le futur. Mais admettons qu'on prend un step back, qu'on recule un peu. Avant que tout ça arrive, avant qu'il y ait la course au stage, avant que tu fasses l'école du baron, avant même le droit, si tu pouvais te donner, toi, pour toi-même, OK? Quelques conseils pour soit arriver au même stade où tu es dans ta vie en ce moment, soit arriver plus loin, c'est-à-dire juste des conseils pour réussir dans ce que tu veux faire, qu'est-ce que ce serait pour nos téléspectateurs ici présents? Je dirais que c'est pas nécessairement quelque chose que je ferais de différent, mais ce serait quelque chose que je me dirais à moi dans le passé, ce serait de dire qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Souvent, là, pendant mon parcours, il y avait un peu de frustration d'avoir hâte là, d'arriver à la fin, de devenir avocat. Le temps passait pas souvent super vite. Comme on a parlé, là, j'ai pas pris le parcours linéaire de tout de suite en sortant de cégep, on fait le bac, on fait le barreau, on devient avocat. J'ai passé un peu là, par le chemin un peu diagonal, là, si on veut, là, pour arriver où est-ce que je suis aujourd'hui. Et au moment où est-ce que je le vivais, effectivement, il y avait quand même des frustrations de j'ai hâte de terminer, c'est long, je veux devenir avocat, je suis prêt, je me sens prêt à pratiquer et à avoir une vie professionnelle plus ancrée. Euh, donc, je dirais que si je retournais dans le passé, je dirais à cette personne-là, profite de ces moments-là. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Ça m'a permis d'avoir plus d'expérience qui m'a démarqué qui a permis de me démarquer pendant la course, qui m'a permis d'arriver où est-ce que je suis en ce moment aujourd'hui. Si j'avais pris un parcours linéaire, peut-être que je ne me serais pas autant démarqué, puis que je ne serais pas nécessairement là, en face de toi actuellement. Donc, effectivement, il n'y a rien qui arrive pour rien. Le parcours que vous choisissez, qu'il soit linéaire ou qu'il ne soit pas, c'est un bon parcours. Faites-vous confiance et ça va bien aller par la suite. Là. Tout va finir par se placer. Là. Oui, on arrive toujours où est-ce qu'on est supposé arriver éventuellement. Ouh, ça, je sens que ça va être le titre de la vidéo, ça. On arrive toujours où est-ce qu'on est censé arriver. Exact. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Au final, tout ce qu'on obtient dans la vie est un résultat de ce qu'on fait au jour le jour. Donc, tu as raison, il n'y a rien qui arrive pour rien. Tout peut être toujours track back. Et si on veut quelque chose, ben, on peut le construire chaque jour qu'on se lève et qu'on se donne dans ce qu'on fait. Alors, notre interview tire vers la fin. Je te dirais donc, as-tu un mot de la fin pour nos téléspectateurs? Si on devait tirer seulement une seule chose de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, de tout ce qu'on a appris, de tout ce dont on a discuté, ce serait quoi, d'après toi? Je pense que ça rejoint un peu ce qu'on vient tout juste de dire, là, mais c'est vraiment, faites-vous confiance que vous décidez de faire la course ou que vous décidez de pas faire la course, que vous soyez pris ou non. Chaque parcours est unique, chaque parcours est excellent. Faites ce que vous aimez, honnêtement. Donc, si la course est pour vous, tant mieux, allez-y, foncez. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions davantage puis de vous accompagner là-dedans. Si c'est quelque chose qui est moins pour vous puis que vous voyez moins dans le monde des grands cabinets, c'est parfait aussi, exactement. C'est pas fait pour tout le monde nécessairement, mais chaque parcours est unique, puis chaque parcours est bon, là, donc faites-vous confiance. Excellent. Faites-vous donc confiance et rien rien n'arrive pour rien, si je me Rien trompe pas.
Ouais, je vais retrouver la partie et je vais Ok. le mettre comme le titre. J'ai vraiment aimé ça quand tu as dit ça. Donc, merci encore. Merci d'avoir été de nous ce soir. Merci de nous avoir accueillis ici. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, de nous partager ton expérience, tes réflexions. Et je suis sûr qu'énormément d'étudiants pourront en profiter ici, non seulement pour leur développement personnel, pour leur course au stage, mais aussi pour leur future carrière. Alors, je te remercie formellement une dernière fois. Et voilà, donc, Merci de l'invitation, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez ici ce soir. merci. Ça s'est fait vraiment vite en plus. On s'est vraiment bien coordonné, mais on est là ce soir, puis ça s'est réalisé. Donc, tant mieux. Et mesdames et messieurs à la maison, merci de nous avoir suivis, car sans vous, rien de tout ça ne pourrait être possible. Merci d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez continuer à suivre nos aventures, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, notre page Instagram ou tout simplement sur YouTube, ici présent. Ce podcast vous a été présenté encore une dernière fois par le Comité de droit des affaires de l'UQAM et Gowling WLG. Merci à vous. Prenez soin de vous et de vos proches et on se revoit très bientôt. Au plaisir. Bye bye.